Oui, voilà. Ouais. Donc ça n'en finit plus. C'est le serpent qui se mord la queue, là. Ouais. Et il n'y a pas moyen, dans ce monde actuel, cela ici, il est outrancier. Et il est là, il n'y a pas moyen de faire décoller les gens de tout ça. Les autorités se veulent absolument là-dedans. Ils favorisent toutes ces saletés, favorisées par l'autorité compétente. Voilà où nous en sommes. Donc comment veux-tu qu'une société de cet ordre puisse arranger le coup pour ses prétendus citoyens? Comment veux-tu que les gens puissent arriver à respirer, à retomber sur leurs pieds et à sortir des dépendances dans lesquelles ils se sont enfilés? C'est pas possible. Bon, voilà, c'est pas compliqué. Et puis, malgré cette impossibilité, des personnages qui sont censés mettre de l'ordre dans tout ça, ils insistent sur la même lancée. Et puis voilà, alors on en arrive à quoi? On en arrive à augmenter les peines. Tu vois, on voit ça avec la pédophilie. Les peines sont de plus en plus fortes, on fait de plus en plus de moralisme là-dessus, et puis on a de plus en plus. Simplement, actuellement, c'est pas un souci, mais il faut en avoir les moyens. Donc c'est le prix qui décide si tu peux être pédophile ou pas. Ah oui. Mais écoute, voilà comment ça va si tu as les moyens de payer, mais tu n'as aucun souci. C'est même pas un frein humain, c'est un frein tout. On est en dessous de tout, comme je l'ai déjà dit à une autre reprise, même la vermine ne voudrait pas d'une position comme celle dans laquelle l'homme se trouve actuellement. Ouais. Voilà. Pas étonnant que ce texte transpire à la psychanalyse, parce que je l'ai sorti du site des instituts freudiens, tu vois, psychanalyse.fr. Oui, bon, ben voilà. Alors, il parle d'alexithymie. L'alexithymie, ça désigne les difficultés dans l'expression verbale des émotions communément observées par les patients présentant des symptômes psychosomatiques. Voilà. Oui. Ouais. Oui, mais enfin, c'est leur jargon, c'est leur manière d'approcher les choses. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut renouer avec une vie normale. Une vie normale, c'est pas un fait ou un autre, c'est être en accord avec sa propre raison d'être. Donc, la vie laïque, comme elle est présentée, cet athéisme militant systématique, il va à l'encontre de toute possibilité de redressement. J'ai bien dit toute, il n'y en a pas une de possible là-dedans. C'est pas compliqué. Il suffit de bien se pencher dans tout ça et chacun comprendra. Donc, mais la dépendance a toujours existé, je veux dire. Mais oui, mais c'est simplement que la dépendance existe, qu'elle fasse partie de la faiblesse humaine. Tout ça, on veut bien, mais simplement, il y a un mode de vie qui permet de se batailler d'une manière constante, en souplesse avec tout ça, ou bien un mode de vie qui t'enterre chaque jour un peu plus. Voilà. Et là, on y est dans ce mode de vie. Oui, voilà. On est dans cet enterrement de première classe, et puis c'est tout. Tout est fait pour nous rendre dépendants, tu vois, quand tu vois tout le subliminal dans les médias, etc., pour nous donner envie de ci, donner envie de là, et que des envies qui nous mènent à ce genre de relation de dépendance, c'est normal. Et puis dès l'enfance aussi, on rend l'enfant dépendant en répondant tout de suite à ses désirs. C'est important de laisser les enfants avoir un petit peu faim, avoir un petit peu mal, avoir un petit peu... Tu vois, ils découvrent tout un monde à travers ça. Ils découvrent surtout qu'ils ont leurs propres ressources à l'intérieur d'eux. Mais si on leur emmène de l'extérieur constamment et tout de suite, et même qu'on anticipe leurs désirs et leurs besoins, c'est sûr que tu affaiblis la personne systématiquement. Oui, d'accord, mais bon, ça c'est encore quelque chose dans la pratique journalière. On peut parler de ça, d'accord. Mais je veux dire, fondamentalement, il y a toujours eu des gens qui avaient de la peine ou qui manquaient peut-être de nourriture, d'autres qui en avaient trop. Je veux bien qu'il y ait toujours eu ça, mais je veux dire, personne, à une certaine époque, ne cherchait à faire avec les enfants des exercices de cet ordre-là. C'est pas des exercices, ça. Ils cherchaient pas, en les empêchant de manger, de
manière à ce qu'ils aient faim. Non, mais je veux dire, c'est des considérations qui sont justement cette vision psychoanalytique. Justement, à trop vouloir bien faire, à vouloir trop répondre instantanément au désir de l'enfant, dans les premières années de l'enfance, on a, si tu veux, tué dans l'œuf toute possibilité. C'est ça que je voulais dire. Oui, je comprends, mais qu'est-ce qu'on propose pour changer ça? Pour arrêter de le satisfaire dans ses désirs? Déjà, tu sais, l'ennui, c'est très structurant pour un enfant. C'est bien qu'ils s'ennuient. Maintenant, on les met dans un tourbillon où on les anime constamment, en leur faisant faire des tas de choses. Le cours de piano, le cours de danse. D'accord. Là, je veux dire, à un moment donné, l'enfant a besoin de se retrouver dans une situation où il s'ennuie, parce que Donc il faut le mettre dans cette situation, c'est ça alors? Non, mais le laisser tranquille, ça le rend créatif, il me semble, tu vois, maintenant, je peux me tromper, hein. J'entends, c'est justement des explications qui sont données par les psys, ça. Tu peux pas faire ce genre d'exercice. Tu peux pas te mettre dans une posture où tu vas prendre tes enfants puis les laisser tranquilles parce qu'il faut qu'ils s'ennuient un peu pour qu'ils comprennent je sais pas quoi. L'autre faut qu'il attende un peu pour manger parce que quand il a faim ça va. Mais non. Ce que je veux dire, regarde, dès le berceau, l'enfant il pleure, on lui met systématiquement la tétine dans la bouche. Alors. Mais oui, mais je comprends ça. Mais je veux dire, si tu veux corriger ça, on parle bien d'essayer de trouver une correction à tout ça. Donc c'est pas en cherchant là-dedans ces considérations-là. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Chacun peut faire la sienne. Les uns enfilent la tétine, l'autre un peu moins vite, l'autre un peu plus tard encore, l'autre point de tétine. Mais c'est pas par là que ça passe. C'est pas par la tétine que ça passe. Non, ni par la tétine, ni par ce genre de truc. Qu'est-ce que tu veux? C'est indéfini le nombre de possibilités. Alors ça passe par où? C'est un mode de vie général. Oui. On vit artificiellement. C'est à travers les petites choses que l'on peut agir. Je veux dire, globalement. Non. Les petites choses, tu peux agir dans les petites choses à partir du moment où tu es toi-même centré. Alors là, on rentre dans un autre domaine. C'est d'ailleurs ce qui est exprimé dans les traditions orientales. Être grand dans les petites choses, être petit dans les grandes. C'est entendu ça. Mais je veux dire, c'est pas là que ça se produit. L'histoire, elle est que c'est un mode de vie, c'est une attitude générale à l'égard de la vie dans son ensemble, de la création, de la nature et de l'homme. Si l'homme est dans sa posture, c'est-à-dire qu'il connaît sa raison d'être, toutes ces choses-là se résolvent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des considérations, des gestes pondus les uns derrière les autres. On rentre dans ces considérations quand on est au bout du machin, et qu'on ne peut plus rien faire de toute façon, et puis on continue d'aggraver le cas avec tout ça. Bon. Parce qu'après, il y a une catégorie de gens qui sont en train de se gaver, puis les autres qui sont en train de devoir se tenir l'estomac un moment, parce qu'il faut qu'ils apprennent à être indépendants. Ça va pas. Bon, alors on a bien compris, il faut agir en amont. Mais comment agir en amont, puisqu'on a été emporté par une vague, et que maintenant c'est un peu trop tard pour rectifier le tir. Donc on agit à son niveau personnel dans des petites choses. Non mais si c'est trop tard, donc c'est trop tard. Alors il faut laisser les choses se faire comme elles se font, puis voilà. Mais ce que je veux dire, pour moi, c'est jamais trop tard, dans le sens que c'est simplement un retournement. Donc si quelqu'un commence à s'intéresser à sa propre raison d'être, il part dans la bonne direction là. Et à partir de là, il va se heurter à des difficultés. Ces difficultés-là, et il les aura pas cherchées par principe pour essayer de faire une thérapie. Il veut trouver quelque chose qui est fondamental. Donc ces difficultés vont s'avérer les unes après les autres, et de ce fait-là, il faudra qu'il puisse les surmonter. Donc des choses, dès que c'est une posture, dès qu'on est dans une direction qui est la bonne, il y a tout ce qu'il faut pour faire que les choses se corrigent. Bon, moi, là où tu m'as pas compris, c'est que je disais que l'enfant, on est tellement habitué à répondre à ses demandes systématiquement et de manière instantanée que quand il grandit, il est affaibli et il ne trouve plus les ressources en lui-même. Je reviens là-dessus parce qu'il n'a pas été habitué à cela. Donc voilà. Non, mais tout ça j'ai compris, mais je veux dire, c'est pas une thérapie. Voilà, c'est tout. Dès qu'il en est arrivé là,
suite au mode de vie dans lequel il a vécu, c'est-à-dire ce mode de vie fondamental qui est l'athéisme militant. Voilà la raison. Et puis après, avec tout l'éventail de zizi-gougou industriels qui peuvent se mettre à jour dans ces conditions-là, parce que les gens n'ont plus autre chose à penser qu'à fabriquer des conneries pour se chatouiller sous les bras. Ça ne sert à rien de chercher une thérapie autre que de faire cette correction fondamentale. Il n'y en a pas d'autre. Donc, n'ayant pas été habitué à aller chercher en lui des ressources, je reviens encore à ça, tous ces palliatifs s'imposent à lui. Mais c'est pas lui parce qu'il n'a pas été habitué. C'est l'ensemble de la société. Parce que cette façon d'aborder toute chose qui est représentative de la société moderne, ça crée une situation générale pour tout un chacun. Donc c'est un retournement que chacun doit tenter de faire individuellement pour en arriver à ce que ce soit un retournement de société. Il faut reprendre connaissance avec la tradition à laquelle on appartient, s'intéresser à ces choses-là de manière à y pénétrer véritablement. Là, les types, ils pénètrent dans les problèmes des petits, des grands, des moyens. Un psychanalyste, il analyse les choses de l'intérieur, il est dans la dope, et dans l'alcool, et dans la masturbation, et puis lui, il va te dire pourquoi ça va pas, etc. Il faut arrêter. Il faut s'enfiler justement dans quelque chose qui est sain, de manière à voir le mal autour et comment faire pour l'éviter. C'est l'absurdité systématique. On peut en discuter, on peut rentrer dans tous ces arcanes pendant 107 ans. De toute façon, il n'y a rien qui se résout. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y a un moment que ça dure, ce tralala. Il y a un moment que c'est plein de remplis, il y a de plus en plus de petits, de tous bords. Et les asiles sont de plus en plus pleins. Les anxiolytiques se vendent de plus en plus. Tout le monde cherche tout là-dedans. Mais c'est un marché gigantesque. Ça représente des milliards. Je veux dire, il y a des pays qui vivent que là-dessus, etc. Et il y a tous les marlous, les banquiers de la terre qui blanchissent le fric. C'est bon. Alors on n'a qu'à continuer sur la même lancée de manière à augmenter le chiffre d'affaires. Oui, puis d'ailleurs, même le comportement addictif, c'est devenu une valeur en soi. Il y a des marques, tu vois, qui utilisent ce mot addict allègrement. Ben oui. Il faut être addict, quoi, pratiquement, pour être dans le coup. Non, bien sûr. Enfin voilà, j'entends, il n'y a pas de solution miracle autre que la solution miracle en elle-même, qui consiste à retrouver la posture originelle. Il n'y a pas d'autre solution. On est parti en vrille depuis longtemps, et à présent on y est, on est dans de la pommade jusqu'au cou, alors il faut retrouver la posture. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir revenir à l'ère avant l'industrie, à l'ère ceci, à l'ère cela, je dis pas ça, mais en soi-même, on peut se retrouver à un moment donné dans cette véritable solitude dont tu parles. Quand tu dis qu'il faut qu'il soit dans la solitude, c'est pas dans l'ennui qu'on se retrouve, c'est que dans cette solitude on se retrouve justement dans la véritable dimension de ce que représente l'homme. Voilà cette solitude qu'il faut trouver, et non pas laisser un enfant dans l'ennui. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, oui, oui. Tu veux dire qu'on ne devrait pas s'ennuyer dans la solitude? Bien sûr que non. D'ailleurs, je veux te dire, il y a encore, moi, mon souvenir, disons, je sais pas, 50 ou 60 ans, c'est pas très vieux, tu voyais des tas de petits qui s'ennuyaient pas. Mais j'étais seul, assis dans l'herbe, en train de regarder. Je dis, ça c'est devenu de plus en plus... Oui, mais l'état contemplatif, il a disparu. Hein, qui va rester devant une fleur pendant 1 heure en train de méditer? Non, pour retrouver ça. L'état contemplatif a disparu parce qu'on fait tout pour qu'il disparaisse. Ben oui. Alors voilà. Donc c'est une maladie de société, et puis l'humanité est atteinte de ça. Et les personnages qui dirigent cette société font tout pour que ça soit de pire en pire. Finalement, l'addiction, c'est une soupape de sécurité pour l'homme fou. C'est même pas une soupape de sécurité. C'est la porte ouverte pour qu'il devienne de plus en plus fou. Ouais. C'est pas compliqué. Et il devient de plus en plus fou. Ben oui, il ne faut pas me dire qu'à un moment donné que l'alcool c'est une soupape de sécurité pour celui qui prend de la coke. À un moment donné, il va passer d'un truc à l'autre, et il va s'étertir encore un peu plus vite. C'est absurde tout ce bas. Alors, on crée des personnes qui sont de plus en plus addictes. C'est en fait un nouvel enchaînement, c'est le nouvel esclavagisme finalement.
Ah ben, c'est l'esclavagisme, c'est ça, être véritablement esclave. Une société normalement constituée, elle se préoccupe, elle, justement, d'éviter à tout un chacun de rentrer pour sombrer dans l'esclavage. Donc maintenant, on n'a plus des chaînes aux pieds avec des boulets, mais on a d'autres chaînes virtuelles aussi aliénantes. Sans compter que cet esclavagisme à chaîne, boulet au pied, il a été mis en place par les personnages qui étaient déjà donc dans la déchéance totale. On voit ça avec les Noirs qui ont été importés aux États-Unis pour accomplir des travaux difficiles, etc. C'est ça. L'esclavagisme péjoratif, on peut dire, mais on ne nous parle jamais de l'esclave patriarcal qui était dans des sociétés et qui existait dans toute société. Il était simplement que le personnage qui n'était pas capable de se gérer lui-même, il devenait dépendant d'un maître qui, lui, gérait sa manière de vivre à sa place. Et ce maître était responsable de cet esclave comme de son enfant. Et si cet esclave faisait une erreur, c'est sur le maître qu'on tombait. Et à un moment donné, si cet esclave arrive à retrouver son équilibre, il est libéré. Bon. Voilà, c'était ça l'esclavage ancien. Quand on nous parle le Moyen-Âge, je sais pas quoi, faut arrêter de débloquer. Le mauvais esclavage, c'est l'esclavage qu'on connaît, mais c'est l'esclavage qui a été inventé de toutes pièces, mis en place de toutes pièces par le monde occidental. Avec la complicité d'ailleurs de Noirs, de Jaunes, de tout ce qu'on veut. Et des Arabes aussi. Oui, des Arabes. C'est ce mouvement qui est arrivé à partir d'un certain degré de décadence. Alors donc, l'idéal, ce serait de s'éloigner de ces pseudo-maîtres et retrouver le véritable maître. Voilà. Mais c'est la seule solution, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est normal qu'une société dans son ensemble paye la casse au fur et à mesure. Donc si tout le monde arrive réduit à l'esclavage, bon, ma foi, écoute. Remarque, ça va bien dans la mouvance de ce nouvel ordre mondial, il faut qu'on devienne tous des esclaves. Hein. Puis les premiers esclaves, c'est ceux qui gouvernent. On est des sous-esclaves finalement. Les vrais esclaves, ce sont eux. Ouais, tu vois, hein, comme ça marche. Allez, je te remercie, à bientôt. Toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.